voilà, l'idée de ce premier live, c'est un petit peu, de vous dire un peu qui on est, ce qu'on va vous proposer sur la plateforme, et de voir aussi, de vous expliquer un peu le projet Animaloki, et puis ensuite de recueillir aussi vos questions, vos interrogations, et puis également comment optimiser le rendement de vos investissements, notamment avec les systèmes de primes et de cashback qu'on a mis en place, et le système de réservation. Donc, cette partie-là va se faire comme ça. Donc, on va se présenter rapidement quand même. Alors, Grégoire devait être avec nous ce soir, mais il n'a pas pu malheureusement se libérer, mais on va le faire à sa place. La deuxième chose, c'est de présenter un peu les offres de cashback et de comprendre un petit peu comment ça fonctionne. Et puis ensuite, de faire un petit point sur le projet Animaloki que vous avez pu consulter déjà en pré-collecte. Il y a quelques informations qui restent encore à vous donner dessus, qu'on attend un petit peu avant que vous puissiez prendre votre décision et qu'on ouvre réellement, officiellement, la collecte aux investisseurs, en tout cas à la souscription. Donc, l'équipe de Credibi, en fait, c'est réellement 3 personnes qui sont là. Donc, on est une petite équipe, on est une jeune plateforme qui se lance. Je pense que vous avez vu que le contexte en ce moment en crowdfunding est assez tendu et assez compliqué, et c'est quelque chose qui peut être parfois difficile à appréhender du côté des investisseurs. Mais voilà, sachez qu'on est une équipe à taille humaine, que lorsque vous avez une réclamation ou une interrogation, ce sera soit moi, soit Paul, soit Grégoire qui vous répond. Voilà. Donc, on est évidemment à votre disposition dessus pour répondre à toutes vos interrogations et vous aider et vous accompagner dans vos étapes d'investissement. Donc, moi, mon parcours est assez, on va dire, assez éclectique, parce que je ne fais pas du crowdfunding depuis toute ma vie, évidemment. J'ai décidé de monter cette plateforme pour un intérêt sur les affaires immobilières, mais aussi un intérêt pour les questions environnementales. C'est pour ça qu'on a mis le crowdfunding immobilier responsable et durable en avant. C'est que réellement, on pense que les affaires immobilières doivent s'emparer vraiment d'une question environnementale. J'ai un passé aussi dans la banque, assurance et donc on va dire, des compétences techniques sur la communication financière depuis déjà une bonne quinzaine d'années. Et donc, j'ai décidé à un moment donné de lancer cette plateforme parce que voilà, ça me tenait à cœur de parler aux investisseurs d'investissement immobilier, de voir comment ils peuvent investir en immobilier autrement que dans l'achat simplement de biens immobiliers. Paul, je vais te laisser peut-être te présenter vite fait aussi. Ouais, bien sûr. Bonsoir à tous. Alors moi aussi, j'ai un parcours un petit peu, voilà, comment dire, pas tout tracé. En fait, je suis ingénieur de formation. Suite à ce diplôme-là, en fait, j'ai continué mes études en finance et j'ai commencé un audit financier. Puis ensuite, j'ai travaillé en restructuration où j'accompagnais des sociétés qui étaient en difficulté financière. Donc, c'est là où j'ai pris goût en fait avec tout ce qui est l'analyse, notamment l'analyse financière. Mais après 7 longues années dans ce domaine-là, j'avais envie de retourner à mon premier amour qui est l'immobilier et aussi porté par des valeurs voilà sur le durable. Le tout s'est combiné et en fait j'ai rencontré Arwan par le biais d'une plateforme. Ça a matché et voilà, c'est comme ça que l'aventure Credibi s'est lancée pour moi. Et au sein de Credibi, une de mes fonctions c'est l'aspect analyse de projet, mais il y a aussi une vaste panel d'autres choses, la communication, un peu du marketing, aussi le support. Vous avez déjà dû recevoir certains mails de ma part. J'espère que j'ai pu vous aider quand c'était le cas. Et voilà. Donc, bien occupé au sein de Credibi. Voilà, puis bon, donc Grégoire, qui n'est pas là ce soir également, lui a un autre profil complémentaire qui lui est plutôt issu de la promotion immobilière, parce que c'est quelqu'un qui a travaillé aussi plusieurs années chez Vinci. Donc les affaires de promotion immobilière et de marchand de biens est quelque chose qu'il a depuis le début. Il est diplômé en génie civil. Et donc il a également aussi, lui c'est notre œil technique sur les projets. Donc en fait on a cette triple vue entre guillemets sur les projets.
une analyse technique des affaires immobilières, une analyse financière des entreprises et ensuite un accomplissement au niveau réglementaire qui permet aussi de travailler autour des affaires d'investissement et donc de lever des fonds dans les règles, entre guillemets. Voilà pour cette partie-là au niveau équipe. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas, vous levez la main, vous nous faites un petit signe, on s'arrête et on vous répond. Voilà, n'hésitez surtout pas. Ce qu'on l'a dit, hein, cette plateforme est surtout axée sur voilà, les levées de fonds pour des affaires immobilières avec un vrai engagement sur le durable. Pour nous, c'est un peu notre marqueur de différence. On sait que ce n'est pas forcément ce qui est le plus recherché ni par les investisseurs, ni par les autres plateformes. Mais nous, on croit férocement dans cette piste-là parce que on sait qu'aujourd'hui, les enjeux environnementaux autour du logement et de la performance énergétique sont aussi bonnes pour les affaires immobilières. Un projet immobilier qui tient compte de ça est aussi un projet qui se vend mieux et donc forcément va beaucoup plus protéger votre investissement. Donc, en fait, on ne fait pas l'impasse dessus. Au contraire, on veut appuyer dessus. L'idée, c'est justement de donner un peu cette notion de décarbonation voilà, sur l'acte d'investir. On pense que c'est quelque chose qu'il faut aussi que vous, investisseurs, ayez en tête lorsque vous faites un investissement. Je pense que si vous êtes là, ce n'est pas par hasard. Vous devez probablement avoir une petite sensibilité dessus. C'est aussi donc de financer des projets avec des méthodes de construction vertueuses. C'est là où, effectivement, techniquement, du côté des porteurs, on va les challenger sur leur projet, c'est-à-dire qu'ils viennent avec le projet qu'ils veulent au départ, mais on va voir comment on fait aussi pour l'améliorer avec lui et proposer quelque chose qui soit réellement dans cette veine du durable. Et généralement, d'ailleurs, les personnes avec qui on travaille actuellement sont plutôt ouvertes à cette approche-là. L'idée, c'est que ce ne soit pas une contrainte, mais bien un avantage pour leur projet. La dernière chose, c'est aussi de contribuer au final à une offre de logement qui soit plus performant, parce que c'est quand même ça aussi qui fait société pour nous tous. C'est de pouvoir se dire, quand j'investis de l'argent sur des projets immobiliers, c'est aussi bon pour la société, tout simplement. Voilà. Je pense que c'est bien de faire du rendement. C'est encore mieux quand on fait du rendement de façon responsable. Sur les prises de garantie, c'est quelque chose, c'est un sujet, je pense que vous l'avez tous vu ces dernières années. Les affaires en crowdfunding n'ont pas forcément toujours été très, on va dire, conscientes des problématiques au niveau des garanties et des remboursements des investissements. Il y a eu quelques défauts qui sont survenus ces derniers mois ou des retards. Ça a été parfois, ça a placé certains investisseurs dans des difficultés. Aujourd'hui, nous, on l'a identifié. Et clairement, tous les projets qu'on sélectionne aujourd'hui sont traités, certes, des aspects techniques et durables, mais également sous l'angle des garanties qui sont proposées pour pouvoir protéger au maximum vos investissements. Donc, pour ça, il faut chercher des niveaux de couverture robustes et privilégier, en fait, plutôt de la dette senior avec de la fiducie sûreté, ce qu'on appelle, nous, rechargeable ou non, mais ça, on va revenir un petit peu plus tard dessus, ou des hypothèques de premier rang, voilà, sur des actifs ou des titres qui assurent voilà, une bonne couverture, c'est-à-dire qu'on ne va pas prendre une hypothèque insuffisante en termes de couverture, ou alors on va aller chercher des biens, voilà, des hypothèques déportées sur d'autres biens, en tout cas, qui vont permettre de mettre tout ça. Alors, Claudie, le durable, ok, mais allez-vous au-delà des obligations actuelles? Alors, on ne va pas au-delà des obligations actuelles parce que tout simplement, il ne faut pas être mieux disant que les autres. La réglementation RE 2020 est suffisamment complexe et difficile à aborder pour les professionnels pour qu'aujourd'hui, on s'assure déjà, en tout cas pour les promoteurs immobiliers, ils savent qu'ils sont contraints à la RE 2020. Donc, vous êtes à peu près assuré sur un projet de promotion immobilière déjà que le projet va respecter les normes environnementales. C'est moins vrai, en tout cas moins évident pour des marchands de biens. Les marchands de biens, typiquement, aujourd'hui, ont besoin encore de progresser dessus. Ils n'ont pas non plus beaucoup d'accompagnement. Et donc, on doit leur donner des solutions qui leur permettent d'avancer sur leur projet et de proposer quelque chose de rentable. Donc là, par contre, on va
un petit peu au-delà, effectivement, de leurs exigences, parce que sur l'ancien, c'est là où il y a vraiment un effort à faire et on pense que réellement, l'investissement doit être fléché sur des marchands de biens qui ont cette conscience et cet engagement vers le durable. Donc, l'idée, ce n'est pas d'aller au-delà de la réglementation, c'est déjà de la respecter de façon, on va dire, assez stricte et surtout de ne pas perturber derrière l'équilibre financier des choses parce que, encore une fois, faire du durable, c'est bien, mais si c'est du durable qui n'est pas rentable, ça met aussi en péril quelque part votre investissement. Donc, c'est un équilibre à trouver entre les deux. Voilà. Donc, on ne va pas au-delà du durable, mais on dit simplement, attention, nous, on ne fera pas l'impasse dessus. Typiquement, un projet d'achat-revente, juste à vocation purement spéculative, vous ne le trouverez pas sur Credibi. Ce n'est pas notre propos. On veut vraiment avoir des gens qui amènent une plus-value sur l'opération immobilière. Voilà. Donc, l'idée, c'est de faire de l'argent, mais de l'argent correctement, avec des valeurs. Est-ce que, Claudie, ça répond à votre question? Tout à fait. Ok, merci. Alors, je continue. Juste un tout petit point. En revanche, on encouragera et nous, ça ressortira dans nos analyses, un porteur qui va au-delà de la RE2020. Il y a un seuil minimum, enfin maximum en l'occurrence à ne pas dépasser. Si jamais les porteurs sont mieux disants, forcément, nous, ça ressortira dans l'analyse parce qu'il faut quand même en tenir compte et encourager la démarche. Ok. On revient un petit peu sur les prises de garantie. Voilà. Nous, le principe, c'est de prendre un maximum de garanties, mais on fait prendre conscience également aux porteurs que les garanties fortes qu'on lui demande, on va faire toujours en sorte quand même de les activer qu'en cas de dernier recours. Et comme on dit, voilà, la meilleure des garanties, c'est celle qu'on n'a pas besoin d'activer. C'est quand même ça le plus important. Pourquoi? Parce qu'en fait, une garantie qu'on active, c'est quand même aussi du temps, ça peut être du retard, c'est des choses qui sont inconfortables. Donc, il faut à tout prix l'éviter. Activer une garantie, c'est vraiment le dernier recours qu'on n'hésitera pas à activer s'il le faut, mais voilà, il faut en avoir conscience. L'idée pour ça, c'est qu'en fait, on soumet chaque projet à des stress tests. C'est-à-dire qu'on va prendre tous les cas, on va dire même parfois improbables, et on se dit, voilà, s'il se passe tel ou tel événement, s'il se passe tel ou tel retard, quelles sont les conséquences et est-ce que vous, en tant que porteur de projet, vous êtes en mesure, ou votre entreprise est en mesure de supporter ces problèmes-là. Voilà, donc c'est quelque chose qu'il faut aussi avoir conscience. Hein. On n'arrive pas à vous, en tout cas en vous présentant un projet, en n'ayant pas du tout imaginé les difficultés qu'il pourrait y avoir. Évidemment, évaluer le risque, pour nous, c'est notre mission principale. C'est-à-dire qu'avant de vous présenter les choses, on a, nous, déjà identifié tous les problèmes qu'il peut y avoir en amont. Maintenant, la décision vous appartient quand même. C'est-à-dire que nous, on fait le travail d'information, donc d'avoir un maximum de clarté. En revanche, c'est vous qui prenez votre décision en tant qu'investisseur avec votre argent sur la décision d'investir ou pas. Mais notre rôle, nous, c'est d'avoir une information la plus claire possible et la plus transparente possible et la plus complète possible. Si vous avez des questions à ces sujets-là, évidemment, vous n'hésitez pas à soit utiliser dans la page d'un projet, dans le petit onglet questions-réponses, vous posez votre question, ou sur un des formulaires que vous avez. Tous nos formulaires ramènent de toute façon vos questions et nous, on peut y répondre et même les partager ensuite avec d'autres investisseurs. Donc, surtout, n'hésitez pas à le faire parce que c'est aussi ça qui fait la richesse d'un projet à un moment donné et qui est convaincant, c'est les questions des uns ou les doutes des autres et les éléments de réponse qu'on peut apporter qui vont permettre aussi de convaincre les uns et les autres d'investir ou pas. Voilà. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Est-ce que vous avez des questions sur la partie des prises de garantie? Non, c'est OK. OK. Très bien. Bon, je continue. On va passer aux parties des cashbacks, donc qui sont quelque chose qui sont aujourd'hui des jeunes mécaniques, enfin des nouvelles mécaniques qu'on a mis en place pour vous permettre en fait de dynamiser vos rendements. Je pense que vous avez entendu parler du dispositif pré-collecte qu'on appelle EarlyBee chez nous. EarlyBee, c'est quoi en fait? C'est un moyen pour nous déjà de sonder l'intérêt d'un projet de collecte qui est en fin d'étude. C'est-à-dire que vous avez vu que pour l'instant, vous ne pouvez pas encore investir sur le projet.
mais c'est aussi pour des questions réglementaires, c'est qu'on estime qu'on n'a pas encore toutes les pièces exactes pour pouvoir lancer la collecte et ne plus et la figer en termes d'informations. On a besoin encore de quelques informations qui sont en train de venir, et une fois qu'on aura fait tout ça, on pourra réellement la lancer. En attendant, on pense que le niveau d'information est suffisamment complet aujourd'hui pour vous permettre de vous positionner, ou en tout cas d'avoir une idée si vous allez investir ou pas. Donc ça, c'est un premier point. Le deuxième, c'est aussi d'identifier justement les points d'amélioration sur ce projet ou sur la collecte avant de lever les fonds. Donc, si vous avez des réflexions ou des interrogations sur le projet, c'est le moment de les poser parce que justement, on peut les remonter aux porteurs de projet et de se dire, OK, avant de lever les fonds, on va aussi essayer de voir si on peut optimiser encore le projet, l'améliorer et donc permettre de lever des doutes auprès des investisseurs. La troisième, c'est aussi de sécuriser un petit peu la collecte avant l'ouverture du public. Vous avez remarqué, je pense, si vous avez investi en crowdfunding, que très souvent, le début d'une collecte est assez déterminant sur son succès. Si la collecte démarre bien et qu'il y a un bon niveau d'engagement dès le début, ça a une tendance à faire un peu l'effet de boule de neige et donc tout le monde va venir investir. À l'inverse, si une collecte ne s'engage pas bien au début, pour X ou Y raison, ça peut capoter. C'est un petit peu ce qui s'est passé justement en décembre pour nous, à un moment donné, sur une précédente collecte. On a eu un souci technique au niveau des services de paiement et de la plateforme. Ça a empêché les gens d'investir. Ça a donné l'image tout de suite que les choses ne se passaient pas bien, que le projet n'allait pas, alors qu'en fait, tout allait très, très bien. Malheureusement, ça a fait capoter la collecte. Donc, on a pris, nous, cette option de sécuriser nos collectes avec un système de réservation avant d'investir. Et ça a du coup un autre avantage, c'est de ne pas immobiliser votre argent inutilement. Vous pouvez prendre connaissance d'un projet, être intéressé par un projet, mais vous n'êtes pas obligé de le bloquer maintenant. Voilà. Donc, et ça vous permet donc du coup de vous organiser. La troisième, c'est aussi d'investir sereinement. C'est que dans toutes les collectes, il peut y avoir, on n'en est pas encore là aujourd'hui, mais on espère que ça arrivera quand même. Mais il y a un moment donné, quand il y a beaucoup de monde qui arrive sur une collecte, ben on se dit, on donne la priorité aux gens qui ont été les premiers à se manifester et à être intéressés. Donc, c'est un petit peu le principe du premier arrivé, premier servi. Et ben, c'est ce qu'on fait, c'est qu'on vous récompense en disant, voilà, vous pouvez investir sereinement, vos obligations, elles sont réservées. Voilà. Et c'est ce qu'on récompense vraiment, c'est voilà, votre activité et évidemment votre fiabilité derrière. C'est-à-dire que si vous nous dites je veux réserver par exemple 500 €, ben, vous réservez 500 €, très bien. Si vous les souscrivez vraiment pendant la période du club deal, qu'on va voir tout à l'heure, et bien voilà, votre fiabilité est récompensée et on vous donne donc un cashback supplémentaire pour vous remercier d'avoir été parmi les premiers à vous intéresser au projet. Voilà en gros comment ça se passe. À partir de 100 €, tout le monde peut investir en club deal. Donc, c'est-à-dire que même à 100 €, vous pouvez rentrer dans le club deal et vous avez votre obligation réservée. Et vous êtes éligible donc à un cashback de 2% à partir de 300 € d'investissement qui sont réalisés par virement lors du club deal de pré-collecte. Aujourd'hui, si on prend le projet Animal Hockey, vous êtes dans la période réservation pré-collecte. À vrai dire, on est plutôt ici en ce moment, c'est qu'on va vous annoncer très prochainement l'ouverture du club deal. Pourquoi? Parce qu'en fait, le niveau de réservation est déjà assez important, parce qu'on a dépassé les 40% de réservation sur la collecte. Donc, on va ouvrir le club deal. Ces réservations-là vont se transformer en véritable souscription. C'est pendant ce moment-là que vous allez pouvoir profiter de vos codes de réservation et activer votre cashback de 2%. Donc, sur Animal Hockey, typiquement, vous avez 12%. Si vous souscrivez pendant ce moment-là, ce ne sera pas 12%, mais 14% que vous aurez sur 12 mois. Voilà. La collecte, elle est sur 18 mois, donc ce sera un peu moins de 14% au final, mais vous avez en tout cas un cashback qui, lui, va être touché immédiatement après le succès de la collecte. Ce club deal va durer une petite semaine au maximum. C'est donc un club deal qui va ensuite qui va être succédé par la collecte vraiment ouverte au public, où là, les gens, par contre, ne bénéficieront pas des mêmes conditions que vous. Ils auront bien le rendement à 12% prévu pour l'investissement.
à l'atteinte de l'objectif. L'émission obligataire qui va durer quelques jours parce qu'évidemment, il y a des délais administratifs et des diligences à apporter. On fait l'émission obligataire et au moment du transfert des fonds au porteur, la commission de la plateforme est perçue à ce moment-là, mais le transfert également, le versement de vos cashbacks se fait aussi à ce moment-là. Donc, ces 2% sont vraiment perçus tout de suite. Ce n'est pas en fin d'investissement, c'est réellement dès qu'on a obtenu l'atteinte de l'objectif, en tout cas dans les jours qui suivent. Le maximum, ça sera à peu près 2 semaines. Voilà, c'est le délai max. On espère moins. Est-ce que c'est clair pour tout le monde ou est-ce que vous avez des questions sur cette partie du dispositif Early? Et qui paye le cashback? Alors, le cashback, c'est la plateforme qui le paye. C'est nous qui rémunérons les investisseurs. Merci. Est-ce qu'il y a une autre question? Oui, Thierry. Ouvrez le micro. Tu peux ouvrir le micro, Pardon. Paul, peut-être? Oui, pardon, excusez-moi. Ouais. Oui, Thierry, Non, je vous écoute. je voulais vous demander, juste par rapport à ce cashback, en fait, là, actuellement, il faut déjà faire les transferts des 300 € ou pas? Non, absolument pas. D'accord, ok. C'est l'avantage. C'est Ok. qu'on vous demande de manifester votre intérêt, vous ne mettez pas l'argent. L'argent, vous le mettez à partir du moment où vous rentrez dans le club deal. Donc là, j'aurai un mail. avant- Tout le monde aura un mail, c'est ça? Tout le monde Bien aura sûr. un mail Oui. 3 jours avant l'ouverture. Oui. D'accord? Donc, Et par est-ce exemple, qu'il si y là, a, justement, vous parlez de code de réservation. Vous l'avez déjà envoyé, ce code de réservation ou pas? si vous avez fait une réservation Early Bee, vous recevez automatiquement un email avec un code. Ah, d'accord, ok. Ne vous inquiétez pas, hein. Le code, vous allez le recevoir, mais il n'est pas obligatoire de le renseigner. On vous le donne plutôt pour contrôle en cas de demande, de Oui. question ou ce genre de choses. Nous, à Ah, partir d'accord, il ne faudra pas le renseigner, quoi. c'est pas vous pouvez le Non, ok, renseigner. d'accord, oui, ok. Vous pouvez le renseigner, mais ce n'est pas obligatoire. Ok. À partir du moment où vous l'avez, nous, la seule chose, c'est que si à un moment donné, vous avez une question, vous dites, ah bah, il y a eu quelque chose qui ne s'est pas bien passé, j'avais pris un cashback, mais je ne l'ai pas reçu, vous nous donnez ce code-là, et à ce moment-là, on pourra nous vérifier sa validité. Évidemment, il y a une composition dans le code qui nous permet de le contrôler. Voilà. Et ce code-là a été donné quand j'ai créé ou quand j'ai pré-réservé, c'est ça, hein? Exactement. Exactement. Ouais, c'est des chiffres et des lettres, c'est ça, hein? C'est ça, exactement. Ok. OK. À quel moment faut-il faire le virement ou le paiement par carte? Je ne sais pas quel est le moyen de paiement. Alors, vous pouvez soit faire un virement, soit faire une carte. Nous, on vous conseille de faire plutôt un virement. Pour une raison simple, c'est que le cashback 2%, il est conditionné à un paiement par virement bancaire et non pas par carte. Pourquoi? Parce qu'en fait, nous, notre prestataire de services de paiement nous facture des frais plus importants lorsque c'est une carte bancaire et pas sur virement. Donc le prix n'étant pas le même, on ne peut pas vous faire le même cashback parce que sinon, économiquement parlant, on ne s'y retrouvera pas, on perdrait de l'argent. Donc l'idée, c'est pas non plus de perdre de l'argent. L'idée, c'est de pouvoir maintenir un bon équilibre économique. Donc, on vous demande de le faire par virement. Si vous voulez le faire par carte, vous pouvez, mais dans ces cas-là, votre cashback passerait à 1,5%. On enlève 0,5% à peu près sur un paiement par CD. Et les virements, il faut plusieurs jours pour qu'ils arrivent chez vous. Voilà, c'est pour ça qu'on vous prévient 3 jours avant le début du club deal. Ça vous laisse le temps de faire tranquillement votre virement. Lorsque vous êtes sur votre espace investisseur, hein, vous avez un petit IBAN, un numéro d'IBAN virtuel qui vous est donné dans votre compte de paiement. Vous renseignez cet IBAN à votre banque, vous le donnez à votre banque et vous pourrez faire directement ensuite le virement sur cet IBAN. À partir de là, l'argent arrive sur votre porte-monnaie électronique et vous pouvez investir. Donc, on laisse justement le temps, ces 3 jours-là, pour permettre à l'investisseur d'alimenter son wallet. Quand il le sait, c'est-à-dire que là, il sera prêt à investir. Même si vous le faites ici, ne vous inquiétez pas, vous avez encore un peu de temps.
puisque en fait, on laissera une petite semaine de club deal. Ça laisse vraiment tout le monde, à chaque réservataire, le temps d'alimenter son wallet, sans souci. Ok, parce que ma banque, par exemple, il faut 3 jours Voilà. pour mettre un IBAN. Donc, vous aurez le temps. D'accord, ok. Mais ceci étant, Claudie, vous pouvez déjà donner votre IBAN virtuel à votre banque maintenant. Ça ne vous coûtera rien, hein. Tant que vous n'avez pas fait de virement, vous pouvez très bien simplement déjà faire valider cette IBAN virtuelle auprès de votre banque et faire le virement le moment venu. D'accord. D'accord? Donc, c'est deux choses différentes. Donc là, vous pouvez le faire déjà tout de suite. Ça, il n'y a pas de problème. Comme ça, vous serez prête à mettre l'argent le jour où vous avez décidé. Mais c'est un IBAN qui est général, qui sera toujours le même. C'est votre IBAN virtuel. Sinon, il est relié uniquement à votre compte. D'accord. Voilà. Okay. Alors, il faudrait qu'on fasse une petite capture. Je pense que je laisserai à un moment donné la main à Paul qui va vous montrer où ça se passe sur la plateforme. Comme ça, vous allez voir tout de suite comment ça fonctionne. Mais l'idée, voilà, c'est juste, vous allez voir, c'est comme un RIB, hein, finalement. Hein, tout ça, vous avez juste ce numéro de compte à renseigner dans votre banque et ce numéro-là, ensuite, vous êtes identifié finalement dans votre banque, votre porte-monnaie électronique est identifié auprès de votre banque. Voilà. Oui, c'est ce qui nous permet de sécuriser vos transactions, en fait. D'accord. Mais voilà, c'est important. Effectivement, la question est très pertinente. Ce numéro IBAN, il vous est personnel. D'accord? Ce n'est pas un IBAN général. Je continue. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou pas? Si moi j'en ai quelques-unes. Oui, Iwan. Je voulais juste savoir, du coup, pour mieux comprendre l'histoire des virements, en fait, je ne saurais pas comment le qualifier, mais le statut du virement, parce que moi, par exemple, j'ai l'histoire d'un plafond de carte, et si jamais je veux le dépasser est-ce qu'il y a l'histoire de l'IBAN personnel, il permet de pallier ce problème? Parce que si c'est le virement bancaire par carte, je pense avoir ce problème, moi, personnellement. Alors, ça dépend vraiment de la banque. Donc, il faut vraiment plutôt anticiper ça avec le conseiller bancaire, dans ces cas-là. Dire, voilà, je vais faire un virement de telle somme, est-ce que ça passe sur mon compte? Ça, malheureusement, ça dépend plus de la banque, ça ne dépend pas de nous. D'accord, en fait. ok. Donc là, il faut plutôt anticiper ça avec son conseiller bancaire. D'accord, ok, je comprends. Ok, bon, ça va Voilà. pas être compliqué, je pense. Et ensuite, juste pendant la période CrowDB, donc Early B, donc la pré-collecte, on va dire, c'est la totalité du montant ou c'est Non, une première somme? Ça, j'ai pas très bien non, compris. c'est une première somme. Généralement, nous, cette période-là va correspondre à peu près à 40-50% de la collecte. Ah, d'accord. Ensuite, on l'ouvre au public. Mais par contre, l'ouverture au public, non, il n'y a plus de cashback. Ok. Ok. Donc ça veut dire que moi, par exemple, il me semble que je me suis déjà inscrit dans le club. Ouais. Je vais recevoir un mail qui va me demander de faire une première avance, une sorte d'acompte, et ensuite je complète dans la période publique, c'est bien ça? Même pas. Non, non. Dans ce cas-là, tu vas investir réellement dans cette période-là. Tu vas faire ta souscription dans cette période-là. Ok, ok. Okay. D'accord. Okay. Bon. Évidemment, si lors de la collecte publique, si jamais on n'arrivait pas à l'atteinte de l'objectif, ce qui peut quand même toujours arriver, hein, dans ces cas-là, l'intégralité des fonds est remboursée à tous les investisseurs. D'accord, ok. Hein, l'argent n'est pas perdu et sans frais. Hein, il n'y a pas il y a aucun frais qui est facturé ou quoi que ce soit. Ok, très bien, ok, d'accord. Okay. C'est bon, merci. Le Early B, vous le limitez à un certain pourcentage, à 50%, 60%? Ouais, c'est ça, ouais. Maximum 50. Oui, parce que bon, après, derrière, il faut laisser la place au public. Et puis l'idée, c'est voilà, c'est pas de faire l'intégralité d'une collecte en club deal non plus. Voilà. C'est bon pour tout le monde? Oui. Continue? Oui. Allez. Autre point où vous pouvez encore optimiser votre rendement cible, c'est le parrainage individuel. On a mis aussi en place cette partie-là, c'est-à-dire que si vous avez des proches qui ont envie d'investir en crowdfunding, vous pouvez les parrainer. Et si ils viennent investir sur la plateforme, vous allez percevoir 1%, une prime de 1% sur le premier investissement de votre filleul. Et votre filleul lui-même va toucher un cashback de 1% sur son premier investissement.
Donc, ça nous donne encore une petite occasion supplémentaire de faire encore un peu plus d'argent. Pourquoi on le fait? Tout simplement pour aussi faire grandir la communauté. On est encore une jeune plateforme, donc on récompense les gens qu'il nous faut connaître et qui amènent du monde sur la plateforme. Donc, typiquement, vous avez un ami qui vient investir 1 000 euros, eh ben, vous allez avoir votre cashback à hauteur de 1% dessus. Voilà. Et qui est pareil, perçu, au même titre que les cashbacks dans cette configuration, vous les recevrez après le constat de l'atteinte de l'objectif de la collecte. Et donc, une fois que l'émission obligataire a été faite et lors du transfert, avant le transfert des fonds au porteur. Voilà en tout cas pour cette partie-là. Est-ce que c'est clair? Vous avez des questions sur le parrainage individuel ou pas du tout? Non, c'est bon. C'est bon? Oui, Thierry. Ouais, juste une petite question. J'avais entendu la dernière fois dans la voiture, j'avais écouté, vous étiez avec Laurent de la Liberté financière. Oui. Vous parliez de 1,5 plus 0,5. C'est quoi la différence par rapport à tout ça alors? Oui, alors ça, c'est. Vous êtes chez Laurent? Vous avez été parrainé par Laurent? Oui, c'est ça, ouais. Enfin, c'est parrainé. C'est-à-dire que oui, j'ai. Alors, vous auriez dû être là hier, c'est pour ça. Comment? On a expliqué ça hier, en fait. C'était dans le live d'hier. Le live d'hier, en fait, était justement consacré aussi aux gens qui étaient parrainés par des plateformes type celle de Laurent. Ouais. Effectivement, il y a une mécanique de cashback, mais on va vous l'expliquer dans ces cas-là. On va vous faire un point dessus plus précisément. Parce que c'est vraiment un dispositif un petit peu à part. C'est des parrainages, effectivement, collectifs avec des plateformes de contenu. Il y a effectivement différentes choses, mais dans ce cas, on va vous l'expliquer plus précisément. Ne vous inquiétez pas. Ok, oui, non, mais je ne m'inquiète pas. Ok. On passe vite fait au projet maintenant d'Animaloki. Donc, on dit Animaloki. Hein, beaucoup disent Animaloci, mais en fait, c'est du latin Animaloki, qui veut dire l'esprit des lieux. Donc, qui se situe en Bourgogne, sur le domaine abbatial de l'abbaye de Pontigny. On a quelqu'un qui vient d'arriver encore. On va laisser. Donc, ce projet est un projet effectivement assez, on va dire, exceptionnel et monumental de par son emplacement. En quoi consiste réellement le projet? En fait, ce projet, qui est un projet donc à vocation vraiment durable, hein, c'est vraiment un projet qui va être dans la nature, avec du réemploi de matériaux et compagnie. Il y a déjà pas mal de fonds qui ont été engagés sur ce projet-là. Et en fait, le porteur de projet a besoin d'un relais financier pour poursuivre le développement du projet de l'abbaye de Pontigny. Donc, ce n'est pas un projet de promotion immobilière tel que vous pouvez le voir sur beaucoup de plateformes de crowdfunding. Il n'y a pas de commercialisation à proprement parler. Il n'y a pas de travaux qui pourraient engendrer des retards ou ce genre de choses et donc impacter votre investissement. Ce n'est absolument pas la question sur cette opération. Le remboursement de votre opération va être donc lié à la cession d'hôtels que le porteur projet détient déjà et qui sont existants et qui détient dans un autre groupe qui s'appelle Walk Hospitality, qui est un groupe qui existe déjà depuis pas mal d'années et dont le porteur est cofondateur. Et il est donc actionnaire à hauteur de 30%. Cet objectif, donc, pour nous, est de lever en plusieurs tranches. Un total d'1 million d'euros. Donc, la première collecte est de 108 000 pour l'instant, mais on va avoir des tranches successives qui vont arriver, donc qui permettront à des nouveaux investisseurs ou à ceux qui veulent investir plus tard un petit peu plus, de venir réinvestir dans le projet. Voilà. Donc, au niveau des garanties, on vous l'avait dit, c'est une fiducie sûreté qui sera mise en place, donc qui va être mis en fait sur les titres de la holding du porteur, vraiment sur la maison mère. Pourquoi on le fait comme ça? Parce qu'en fait, c'est ce qui est plus efficace en termes de garantie et qui met aussi le porteur forcément qui l'engage le plus, entre guillemets, puisque si il ne remboursait pas, on se retrouverait donc, par l'intermédiaire de la fiducie, propriétaire de tous ces actifs, y compris donc des 30%
des hôtels détenus dans Walk Hospitality. Cette fiducie couvre donc l'intégralité des tranches, puisque même s'il y a 1 million, aujourd'hui à 108 000, s'il y a d'autres tranches derrière, vous aurez exactement tous la même couverture, c'est la même fiducie. C'est ce qu'on appelle une fiducie rechargeable. La couverture est donc excellente, puisque la LTV est inférieure à 35%. Pour ceux qui savent ce qu'est la LTV, vous nous le dites. Si vous avez besoin de précision, Paul va vous faire une petite démonstration de ce qu'est une LTV. Est-ce que vous avez des questions là-dessus? Non. Ok. J'aimerais bien juste peut-être l'explication de la LTV, s'il vous plaît. Allez, c'est Paul. parti. La LTV, en fait, ça fait partie de plusieurs ratios qui sont bien regardés en crowdfunding. Donc, la LTV, c'est la loan to value, qui permet en fait de voir comment est-ce que l'emprunt est couvert par la valeur d'un bien. Et le but, c'est que ce ratio soit le plus faible possible, parce que ça veut dire que si jamais on vient à vendre le bien qui couvre l'emprunt, à ce moment-là, plus en fait, il nous faut que la valeur du bien, plus elle est importante, plus elle va couvrir forcément le bien. Donc, admettons, je vais prendre des chiffres, ce sera beaucoup plus simple. Si là, on fait un emprunt de 1 million, si le bien, admettons, en vaut 2, ça nous fait une LTV donc de 50%. Ça veut dire qu'en cas de problème et d'activation de la garantie, on va essayer de vendre le bien de 2 millions pour rembourser les investisseurs. Sauf que lors d'une vente, il peut toujours y avoir des aléas. Le bien peut être vendu moins cher. Vu que ça peut traîner dans le temps, peut-être qu'il va être bradé. Donc, c'est pour ça que plus on se laisse de marge de manœuvre et plus la LTV est importante, plus il y a de chances, normalement, parce qu'il y a toujours une notion de risque, hein, mais plus il y a de chances que l'emprunt puisse être remboursé. On va dire, plus la LTV est faible, tu veux dire. Plus elle est faible. Oui, pardon, plus la LTV est faible. Ouais. Pardon. Donc aujourd'hui, en gros, ce que ça veut dire, c'est qu'une LTV à 35%, ça veut dire que la couverture, en fait, en termes de fiducie, représente quasiment 3 fois le montant qui est emprunté. Voilà. Donc ça veut dire que même si dans une valorisation donc à peut-être 3 millions, même si c'était bradé à 2 millions, il nous restera encore 2 fois plus d'argent qu'il n'en faut pour rembourser les investisseurs. Voilà. En gros, le principe, c'est ça. D'accord, mais donc là, si je comprends bien, c'est une situation assez favorable. Voilà, très favorable, exactement. Comment, Oui, Claudie. pardon, comment récupère-t-on l'argent dans ce cas-là avec la fiducie? Alors, une fiducie, en fait, la fiducie, c'est ce qu'on appelle la reine des sûretés. Beaucoup pensent que c'est l'hypothèque de premier rang. Non, il y a beaucoup plus efficace, c'est la fiducie. Pourquoi? Parce qu'en fait, lorsque vous êtes dans une garantie avec une hypothèque de premier rang, il y a quand même des démarches juridiques à faire et donc ça prend du temps. Donc, vous récupérez votre argent, oui, mais pas tout de suite. Dans le cadre d'une fiducie, c'est différent. C'est-à-dire qu'une fiducie, ce qui se passe, c'est que le porteur de projet va placer ses actifs. Ça peut être des biens immobiliers, ça peut être des biens mobiliers, ça peut être des actifs financiers, ça peut être tout un tas de choses. Mais ces actifs-là sont placés dans la fiducie et en fait, nous en sommes provisoirement les propriétaires par la fiducie. Ça veut dire que nous faisons ce que nous voulons. À un moment donné, évidemment, il y a quand même des règles, hein, mais en tout cas, si jamais il y avait un défaut ou un retard ou une volonté manifeste du porteur de ne pas respecter les engagements vis-à-vis des investisseurs, nous activerions dans ces cas-là la fiducie et immédiatement, nous pourrions vendre tous les actifs sans passer par la case des procédures juridiques. Nous sommes déjà les propriétaires, nous faisons ce que nous voulons à ce moment-là. C'est donc beaucoup plus efficace et surtout, ça met forcément un porteur de projet indélicat qui ne voudrait pas rembourser, ça le mettrait dans une situation ingérable pour lui, parce que ça veut dire qu'il perdrait tous les actifs qu'il a mis en garantie. C'est un acte notarié? Comment? C'est un acte notarié? Ce n'est pas un acte notarié, mais c'est fait en fait par des avocats. Ce sont des avocats et des fiduciaires. C'est un fiduciaire dans ces cas-là. Donc, ce sont des gens qui sont habilités à gérer ce genre d'opération. Effectivement, l'hypothèque, c'est un notaire. Là, ce sont plutôt des avocats.
D'accord. Mais Il y a un autre contractuellement. avantage. Oui, Paul. Vas-y. Non, je veux dire que l'autre avantage considérable de la fiducie, c'est que en cas de procédure ou de liquidation ou autre, la fiducie, on peut pas prélever les biens qui sont dans la fiducie. De fait, donc les biens sont protégés. Donc même si euh, le reporter se retrouve en défaut, à ce moment-là, on peut pas venir vendre ses biens ni les liquider tel que ça pourrait être le cas avec une hypothèque. Il n'est plus propriétaire provisoirement des biens. Donc, en fait, ils ne peuvent pas être saisis. Très Voilà. bien. C'est bon pour tout le monde? On continue? Oui, j'avais posé la question par écrit, savoir si c'était le projet en fait de cette abbaye. C'est un hôtel, Alors, qu'est-ce que il c'est? y a plusieurs choses. C'est un hôtel, enfin, c'est un complexe hôtelier, c'est un restaurant gastronomique. Il va y avoir également un spa et également un centre culturel et d'événementiel pour accueillir des artistes, des happenings et ce genre de choses. Donc, c'est vraiment un projet complet sur ce domaine qui avait été en fait confié par la région Bourgogne, qui ne pouvait pas entretenir ce domaine qui coûtait quand même assez cher. Il avait été confié à la Fondation François Schneider, qui a remporté un appel d'offres dessus pour proposer le projet. Et ce sont donc plusieurs entrepreneurs, dont le porteur de projet, qui ont remporté cet appel d'offres pour venir redonner vie à l'endroit, en fait. Il y a également des jardins potagers qui vont être mis, qui vont alimenter en partie le restaurant et le spa, sur des herbes, ce genre de choses. Donc, c'est vraiment un projet qui s'est construit en circuit court. Mais en relisant la question de Claudie, en fait, l'abbaye va rester telle qu'elle est, ils vont la préserver. L'hôtel sera construit en annexe du domaine. Voilà, en fait, hein, vous voyez, L'abbaye, l'abbaye est là. l'abbaye, L'abbaye est ouais, là. voilà. Et vraiment, le complexe va jouxter l'abbaye. Mais l'abbaye, en tant que telle, reste là, hein. Elle est bien sûr préservée. Ça fait partie voilà, de l'objectif de ce site, c'est de faire finalement de l'hôtel une destination à part entière. Donc, les points forts, en gros, de ce projet-là, c'est quoi? C'est voilà, l'expérience de la direction. Ce sont des gens qui sont très chevronnés, hein, parce qu'ils ont plusieurs dizaines d'années d'expérience et avec un gros track record que vous allez pouvoir voir dans tous les documents, dans la documentation complète du projet. Il bénéficie de soutien important, notamment de la Banque des Territoires, qui émane donc de la Caisse des dépôts et consignations. Il y a des entrepreneurs de renom qui sont également partie prenante et qui vont faire partie de l'exploitation du projet à terme. Donc, ce sont aussi des bons indicateurs. Ce n'est pas du tout un projet qui est improvisé. Il y a réellement une vraie volonté d'acteurs de renom pour aller dessus. Les garanties mises en place, on en a parlé, elles sont effectivement très fortes et solides. Et donc, ce qui conditionne le remboursement de ce projet, c'est la vente des hôtels. Et il y a en l'occurrence 3 hôtels qui sont en vente actuellement dans le groupe Work Hospitality. Et le seul hôtel de Lille permettrait déjà de rembourser l'intégralité de l'emprunt obligataire. Et il y a eu déjà des lettres d'intérêt qui ont été réceptionnées par le porteur via la banque d'affaires pour racheter cet hôtel. Donc, c'est plutôt des indicateurs positifs. Et il n'y a pas eu d'emprunt. Pardon? Est-ce qu'il y a eu un emprunt bancaire ou nous sommes les seuls avec? Non, il n'y a pas d'emprunt, il n'y a pas du tout d'emprunt bancaire dessus. Ce n'est pas la question en fait. Pour l'instant, il faut bien vous dire une chose, hein, il n'y a pas d'emprunt bancaire fait pour construire l'hôtel. Là, le seul emprunt qui est fait dessus, c'est un bridge financier pour justement le porteur, pour continuer à assurer ces travaux-là. Mais il n'y a pas d'emprunt bancaire. Vous êtes vraiment avec une fiducie, c'est-à-dire que vous êtes en dette senior. Et il n'y a pas de revente ou de remboursement d'un prêt à côté. Ce n'est pas du tout le sujet. C'est clair, Claudie? Oui, mais enfin, en même temps, ça aurait peut-être été moins cher de faire un prêt bancaire. Alors, c'est une bonne remarque. Il y a certaines situations chez les porteurs où non, ça ne les arrange pas forcément de les avoir, hein, parce que parfois, avec les banques, c'est aussi compliqué. Vous avez de plus en plus de porteurs de projets en promotion, notamment en promotion immobilière et des marchands de biens, qui, pareil,
préfèrent payer plus cher l'argent, mais aller plus vite, là où ce sera plus compliqué avec les banques. Les banques vont les soutenir différemment. Là, en l'occurrence, c'est la BPI et la Banque des Territoires, ils vont monter au capital du projet. Ils ne vont pas être en tant qu'emprunteurs, ils seront là en tant qu'actionnaires. C'est deux choses différentes. Mais ça, il faut justement que le projet se construise d'abord et il monte au capital après. Voilà. Donc là, c'est juste, c'est tout l'objet des choses, c'est que ce relais financier est fait justement pour avancer suffisamment le projet et arriver en phase d'exploitation pour que ensuite les banques viennent prendre le relais. Donc, ils viendront plus tard. OK. OK. Dans les points faibles, parce qu'il y a toujours des points forts, il y a toujours des points faibles. Le remboursement, évidemment, de l'investissement dépend de la vente des actifs hôteliers qui existent. Et donc, ça, forcément, il y a une valorisation des actifs ne vaut pas vente effective. Donc, il faut tout le temps se dire en tête, il peut y avoir des imprévus. Donc, ça fait partie c'est ce qui rémunère le risque. La valorisation des hôtels est toujours un exercice très compliqué parce que c'est beaucoup de paramètres. Donc forcément, ça peut échapper à la vision de certains investisseurs. Évidemment, il y a une banque d'affaires derrière qui fait cet exercice-là. Vous-même, vous ne pouvez pas le faire. Donc ça fait partie des points faibles. Les lettres d'intérêt, on l'a dit, ne valent pas une offre ferme non plus. Et pour le moment, on n'a pas encore le bilan de 2023 du porteur. Ceci étant, il y a toujours des mais. Le porteur est accompagné donc par une banque d'affaires spécialisée pour réussir au mieux le processus de cession des hôtels. Donc ça, c'est déjà bien. C'est la banque d'affaires Cairn Partners qui s'occupe de ce process-là. Ce n'est pas le porteur de projet en lui-même qui vend ses hôtels. Il y a une banque d'affaires pour ça. La deuxième, c'est que la cession d'un seul hôtel, aujourd'hui, suffit à rembourser l'emprunt obligataire qui sera contracté sur la plateforme. Et enfin, on a demandé quand même aux porteurs de projet, on arrive au mois d'avril, aujourd'hui, on ne comprend pas et on ne comprendrait pas, les investisseurs ne comprendraient pas qu'il n'y ait pas les données financières de 2023. On sait qu'elles sont bonnes. En tout cas, on a reçu l'information verbalement. Donc maintenant, on va demander aux porteurs de projet de nous donner à minima un draft de l'expert comptable sur les données bilancielles de 2023 et une attestation du porteur de projet, comme quoi aucun événement majeur n'a été occulté dans ce bilan-là, même s'il est provisoire, et qu'il n'y aura pas de mauvaise surprise derrière, ce sera la tendance qui sera affichée. Ce sera toujours une tendance, mais elle sera conforme à ce qui est annoncé. Voilà. Pour rappel, donc, cette collecte-là, c'est un montant de 108 000 € pour démarrer. On en est déjà à plus de 40 000 de collectés. Le rendement sera de 12% cible avec 2% de cashback supplémentaire si vous réservez en early bee. Le remboursement, comme la plupart des projets en crowdfunding immobilier, se fait in fine, donc au bout de 18 mois, avec la possibilité que vous soyez peut-être remboursé avant. Le porteur a demandé de pouvoir rembourser par anticipation, mais pas à une durée inférieure à 12 mois. Voilà. Et la garantie, donc une fiducie sûreté dont on a parlé tout à l'heure. Et couplée à cette fiducie sûreté, le porteur propose également une garantie personnelle par acte notarié qui sera en fait derrière cette caution-là. Cette caution personnelle sera à hauteur de 700 000 € sur les 1 million qui seront levés. Et ils seront en fait couverts par des assurances vie que détient le porteur et ses comptes bancaires personnels. Voilà. Mais c'est une garantie supplémentaire. La garantie principale que vous devez retenir est surtout la fiducie sûreté. La garantie personnelle, c'est un plus et c'est, on va dire, aussi un moyen de pression supplémentaire qui peut être mis en cas de défaut. Voilà. Dans tout ça, vous n'oubliez jamais, dans toute opération de crowdfunding immobilier, il y a toujours un risque de perte en capital et de liquidité. On le rappelle chaque fois, c'est comme ça pour tout investissement en crowdfunding, comme pour tout support d'investissement que vous pourriez avoir derrière. Donc, rappelez-le, et n'investissez donc que de l'argent dont vous n'avez pas besoin durant, en tout cas, la durée de projet, donc à savoir 18 mois. Voilà. Moi, j'en ai fini sur cette partie-là.
Est-ce que peut-être Paul, tu as une… Non, donc il y a Iwan qui avait une question, ensuite Claudie. Ok. Iwan? Oui, merci. C'était juste une question par rapport au mai pour les inconvénients. Remboursement des tranches collectées, non, programmées, pardon. C'est Oui. bien les 108 000 euros dont vous parlez à chaque étape, c'est ça? Oui. Chaque remboursement, par contre, est fait de façon indépendante. C'est qu'à partir du moment où cette collecte-là a été constatée, le compteur tourne à partir de ce moment-là. D'accord. Si une collecte est faite 2 mois plus tard ou 1 mois plus tard, le compteur est décalé d'autant. D'accord, ok. Juste par hasard, est-ce qu'il y a un ordre où c'est, par exemple, après trois ou quatre collectes programmées, et que est-ce qu'il y a un ordre de remboursement par rapport à qui a investi le premier, ou je sais pas, juste par hasard. Alors, en fait, le remboursement, nous, avec le porteur, on lui dit s'il veut rembourser par anticipation, il va rembourser la totalité, il remboursera tout le monde dans ces cas-là. D'accord. Donc, tout le monde au même niveau, que quelqu'un soit venu avant ou après. Oui, dans le pire des cas, non, ce serait quand même, il y aura un ordre de priorité dans les investissements. Vous seriez les premiers remboursés, mais en fait, ça va, c'est pas dans l'idée du porteur. Je pense D'accord. que, clairement, pour lui, l'idée, c'est que plus vite il rembourse, mieux c'est. Évidemment, ça lui coûte quand même un petit peu d'argent, hein, 12%, Ouais. c'est pas rien. Donc, pour lui, c'est quand même un montant significatif. D'accord. Et juste dernière question. Là, je vois 12% par an, mais durée de 18 mois. Oui. Est-ce que ça fait 18% à la fin? Exactement. Ah, ok. Pas mal, pas mal. Ah oui, oui. Ça, c'est une bonne surprise, ça. Oui, oui, oui. Bah oui, tout à fait. Oui, oui, c'est par an. Donc, effectivement, c'est bien. Effectivement, sur l'opération, c'est un rendement de 18%. Plus Plus l'occasion. 2%, ça fait 20. Donc, ça fait, oh là là, ok. Alors, pas tout à fait 20, parce qu'il faut encore une fois recalculer sur 18 mois. Hein. Donc, c'est Oui, 2% j'imagine. sur 18 mois. Donc, mais en tout cas, on n'arrive pas loin des 20, effectivement. Très bien. Bon, bah, j'espère qu'il ne va pas rembourser avant, alors. Oui, alors, Ensuite, Claudie. moi, alors, on va juste Vas-y, compléter je termine. alors, il y avait Thierry et Claudie. Alors, l'un des deux, parce que je vois qu'il y a deux questions. Alors, oui, c'était Claudie qui demandait le nombre de tranches et sur combien de temps. Alors, il est prévu 5 tranches actuellement. Et le but, c'est de les enchaîner quand même sur les 6 prochains mois à peu près. Ouais, voilà, c'est rapproché. Ok, Thierry? Oui, je connais un peu le secteur parce que c'est pas loin d'Auxerre. Ben, c'est une très Oui. jolie région. Absolument. Voilà. Donc, non, mais je voulais savoir, en fait, si j'ai bien compris, c'est 5 tranches parce que cet hôtel-là n'existe pas du tout. Donc, c'est quelque chose qui va se construire. Oui. Et donc, ils ont besoin de 5 fois, enfin, ils ont besoin de 5 fois 108 000 euros à peu près au gré des travaux de l'hôtel, c'est ça? En fait, non, ça va même aller au-delà de ça. En fait, même le remboursement, vous serez déjà remboursé que l'hôtel sera même pas encore construit complètement. C'est Ah un bon? projet, oui, c'est un projet qui dure quand même assez longtemps. Hein, c'est des gros projets. Donc, l'idée, c'est vraiment ce bridge financier sert à cet hôtel, mais il va sortir de terre progressivement. Il va y avoir d'autres choses parce qu'en fait, même le porteur aujourd'hui va faire une levée de fonds derrière, mais là, cette fois pas en obligataire, en equity, à hauteur d'à peu près, il cherche des actionnaires à hauteur d'à peu près 6 millions d'euros. Ah oui, d'accord. Petite D'accord. précision, ça c'est pour d'autres projets, en l'occurrence. Là, pour vraiment, si vous voulez rentrer un peu dans les chiffres là, de cette opération, le budget à peu près total de l'hôtel et de la salle de conférence qui est prévue, c'est à peu près 12 millions d'euros. Oui, non, mais non. Non, voilà. Je Et doute, le porteur, c'est pas lui, 500 000 euros. Hein, non, non. Et le porteur, lui, au total, lui, son budget, c'est à peu près 1,6 million. Ouais. Ensuite, avec les autres acteurs qui l'accompagnent, ils vont à peu près amener 6 millions d'euros au total. Et et les 6 millions restants seront financés par la Banque des Territoires sur cette opération. D'accord. Mais effectivement, le porteur va aussi s'engager sur d'autres projets un peu du même type. Et c'est là où, effectivement, il va être en recherche d'actionnaires. Pour autant, ça ne vient en rien impacter la fiducie sûreté, puisque elle est vraiment sur la holding. Donc, les titres qui sont détenus sur les hôtels par ailleurs remontent vraiment là-dedans. Donc, même s'ils venaient à s'associer, c'est sur des sociétés qui sont un tout petit peu qui sont plus bas dans l'organigramme. Donc, pour vous, ça n'a pas d'impact.
Si ce n'est peut-être que les actionnaires décideront de rembourser plutôt l'emprunt obligataire. Et c'est éventuellement la seule chose qui pourrait se passer. Alors, une dernière chose quand même, moi j'investis depuis 3 ans sur des plateformes, 5 ou 6 plateformes depuis maintenant 3 ans. Franchement, c'est très rare de trouver une fiducie sûreté en crowdfunding. Ben, vous Franchement, voyez, pour une première, c'est super. Voilà. merci beaucoup. Ça fait plaisir à Ah entendre. oui, Parce oui, que oui, c'est vraiment franchement, quelque chose qu'on travaille beaucoup et on le travaille même sous forme de justement de fiducie rechargeable. Alors, pour la petite histoire, on échange quand même avec d'autres plateformes, hein. On a certaines plateformes qui nous ont dit, mais en fait, on ne sait pas faire ça. C'est assez étonnant ce que vous êtes en train de faire. Nous, c'est ce qu'on dit, hein, aussi. On est une petite plateforme, mais comme on ne pèse pas lourd, on doit être beaucoup plus inventif, entre guillemets, oui, c'est sûr. dans les choses. C'est sûr. Et sinon, on serait complètement invisible. Donc, C'est c'est un sûr, peu c'est sûr. l'objectif. C'est sûr. Et puis le taux est quand même excellent. Et en plus, cette petite fibre développement durable, bon voilà, même si je ne suis pas un ayatollah de l'écologie politique, Nous non plus. je déteste, mais franchement, voilà, ça c'est aussi quelque chose, voilà, c'est un plus, quoi, voilà. Donc, Ben, je suis franchement, d'accord avec vous, hein. je pense que les 108 000 euros, vous les trouverez facilement. Vous ferez de la pub sur YouTube, sur LinkedIn. Enfin, voilà, moi, je trouve ça, ce premier projet. Enfin, j'ai voulu tester le premier, mais qui n'est pas allé à son bout. Mais celui-là, franchement, je pense que vous trouverez facilement les 100 000 euros pour. Ah ben, on espère que vous allez avoir raison, hein. Oui, oui, je pense bien, oui. Mais en tout cas, oui, c'est. Non, mais en tout Oui, cas, une sûreté, franchement, c'est top. Top. super. Non, ben, c'est bien. Tant mieux si ça vous convient. Ouais. Non, vraiment, après, sur la partie durable. C'est le projet aussi, c'est le projet qui est. Voilà, non, mais c'est un top. ensemble, je pense. Voilà, c'est un ensemble. Un ensemble, oui. Sur la partie durable, nous, c'est pareil, hein. On n'est pas des ayatollahs du durable, en fait. Contrairement à ce Non, qui mais. s'est passé, c'est vraiment, on essaie de dire simplement, faisons les choses sérieusement sur ce volet-là. Exactement. On ne fait pas de la pure spéculation. On veut que les choses soient faites correctement. À partir de ce moment-là, on aidera tous les porteurs de projets, il n'y a pas de souci. Et nous, c'est ce qu'on veut garantir en fait aux investisseurs. Après, on n'ira pas au-delà, hein, comme c'était un peu la question de Claudie tout à l'heure. On n'ira pas au-delà de la réglementation. L'idée, c'est pas d'être ayatolesque. C'est dire, respectons-la, ce sera déjà bien. Une dernière question. Ce montant-là, donc vous m'avez dit que c'était x5. Ils ont Alors, pas tout à fait. Hein? En fait, c'est pas tout à fait. La première tranche est à 108 000. On voulait commencer justement par un plus petit montant. Oui, d'accord. Les autres tranches vont augmenter progressivement jusqu'à atteindre 280 000, un peu moins. Mais la deuxième tranche va arriver d'ici combien de temps alors On va voir, assez rapidement derrière. En fait, ça va dépendre aussi un petit peu du cadencement parce qu'on a un autre projet qui va arriver dans quelques temps. Donc, il faut qu'on voit comment on les place parce que, évidemment, c'est un petit peu aussi les problématiques qu'on peut avoir quand on est une petite plateforme, c'est qu'il faut avoir aussi la puissance de feu nécessaire pour pouvoir réellement réussir les collectes. Donc, on va voir comment on les agence aussi. Donc, ça fait partie des réflexions qu'on a en ce moment. On vérifie déjà la faisabilité de ce projet-là qui sera un projet de promotion immobilière également. Enfin, pas également, mais celle-là, ce sera vraiment la vraie pure promotion immobilière avec, voilà, alors c'est un peu pour l'instant on va dire, de l'avant-première et non validé, mais en tout cas, ce sera un projet de promotion qui est déjà commercialisé à 100%. Ah oui. Voilà. Donc, ça va être encore autre chose. On travaille sur les aspects garantie et compagnie, qui sera pareil, une garantie forte aussi qu'on recherche. Donc, garantie forte et 100% précom. Ok. Le taux sera identique sur l'ensemble des tranches. Oui. Le principe de la fiducie, en tout cas d'une garantie comme ça, sur cette collecte en tranche, c'est que les conditions doivent être exactement les mêmes pour tous les investisseurs, quelle que soit la tranche. Ça ne peut pas bouger. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ok, super, d'accord. Bon, je crois qu'on a à peu près fait le tour. Oui, moi, je voudrais oui, vous dire deux petites choses.
Je pense que quand vous aurez des marchands de biens, Oui. ça va être un peu plus compliqué de faire des travaux, pour aller vers le durable parce que ça va quand même augmenter le coût et rendre la chose plus difficile. Alors, figurez-vous que c'était l'objet du premier projet qu'on avait fait. C'était un projet de marchand de biens. Et on l'a démontré que justement, on réussissait à obtenir quelque chose d'économiquement tout à fait viable et de durable avec d'autres méthodes. En fait, il faut changer un peu les méthodes. C'est-à-dire qu'il y a du réemploi de matériaux, il y a aussi de la livraison, ce qu'on appelle en plateau, c'est-à-dire que les biens sont revendus voilà, aux propriétaires sans avoir encore fait complètement opéré tous les choix techniques. C'est de retravailler plutôt l'enveloppe du bâtiment, les huisseries, l'isolation. Et en fait, la revente en plateau brut, comme ça, est aussi quelque chose qui plaît énormément aux acquéreurs parce qu'ils peuvent du coup faire le logement aussi comme ils l'entendent. C'est pas livré complètement terminé. Et en fait, économiquement parlant, c'est un marché très très bien. Et encore une fois, ça dépend aussi des porteurs de projets que vous avez et de leur expérimentation. En fait, là, typiquement, c'était un marchand de biens qui travaillait chez Spi Batignolles, qui a travaillé pour Vinci, qui avait une grosse expérience en maîtrise d'œuvre. Et donc, ces gens-là savent faire. Certains marchands de biens qui s'improvisent, qui sont moins expérimentés, effectivement, bah, ça sera plus dur. Nous, on parie plutôt sur le fait d'avoir des marchands de biens qui vont être ultra compétents, qui ont réellement un vrai réseau et qui peuvent amener une vraie plus-value. C'est justement ce qu'on recherche et c'est pour ça aussi que vous n'allez pas avoir non plus une quantité importante forcément de projets sur la plateforme. Par contre, ce qu'on va rechercher, ce qu'on va proposer, c'est vraiment de la qualité, un bon couple risque-rendement et derrière des vraies qualités vertueuses pour le projet. Nous, c'est ce qui nous intéresse, c'est de faire ça comme ça. On ne peut pas en avoir beaucoup, c'est normal, mais il faut savoir ce qu'on veut, voilà, tout simplement. Donc, on pense que l'avenir du crowdfunding viendra de ce côté-là et pas forcément sur la quantité de projets où on a vu que justement ça touchait aussi certaines limites et que ça amenait trop de risques à un moment donné auprès des investisseurs. Et s'il y a des retards et des défauts en ce moment, c'est peut-être aussi parce que justement les projets n'étaient peut-être pas bordés suffisamment. C'était peut-être aussi pas forcément l'obsession des investisseurs à l'époque du crowdfunding. Il ne faut pas oublier que c'est un moyen d'investissement qui est encore récent. Il n'y a pas encore un grand recul dessus. Maintenant, on commence à voir où sont les soucis. Donc, je pense que beaucoup d'investisseurs commencent à se poser beaucoup plus la question de la pertinence d'un projet et des garanties associées. Donc, nous, on prend déjà ce pli-là d'entrée de jeu parce qu'on n'a pas connu l'époque d'avant, tout simplement. Voilà. Loin de nous de critiquer les autres plateformes, c'est l'histoire de crowdfunding est faite comme ça, mais on pense qu'aujourd'hui, effectivement, il faut être beaucoup plus exigeant sur ces aspects qu'on a vus ensemble. Et moi, juste une petite remarque pour Paul, c'est que je suis Alexandre sur Investissement Facile et j'ai apprécié les réponses que vous avez données aux questions posées par les membres. Voilà, c'est agréable. Je vous remercie. Je vous remercie. C'est le but, c'est voilà, on dit on est une petite équipe, mais malgré tout, le crowdfunding reste une histoire, une aventure humaine. Et voilà, il faut être disponible pour répondre à vos questions quand vous en avez. Très bien, continuez. Ok, merci beaucoup Claudie en tout cas. Merci Iwan qui va bientôt partir aussi, c'est gentil d'être venu. Est-ce que pour les autres, vous avez des questions? Est-ce que vous avez des remarques ou des demandes particulières? J'ai vu qu'il y avait une question de DG Blandel à laquelle vous n'avez pas répondu sur les taux. Sur les taux, alors je ne l'ai pas vu. Une petite seconde. Alors, Si, le taux serait-il… J'ai peut-être pas entendu alors, excusez-moi. Non, il y a pas de souci. Mais oui, effectivement, donc pour le redire, donc, la question c'était est-ce que le taux serait identique sur toutes les tranches? Et oui, il sera bien de 12% sur chaque tranche. Comme le disait Erwan, c'est justement dans le cadre de la fiducie rechargeable, les conditions doivent être identiques sur chaque tranche. D'accord, merci.
Ok. Bon, on a fait. Thierry, oui. Oui, c'était juste par rapport à ce qu'on avait discuté au départ, par rapport à, bon, là où vous parlez des 12% plus 2% de, oui, oui, voilà, plus les 1% de parrainage, mais c'était juste par rapport à, bon, ça va pas non plus, comment dire, ça va rien modifier à mon investissement, mais c'était par rapport à la liberté financière, par rapport à Laurent. Est-ce Oui. que vous allez en parler là-dessus ou vous allez m'envoyer un mail parce que je viens de voir que j'ai eu un code par, j'ai eu 2 codes justement par mail. Alors, c'est peut-être parce que je suis trop rapide et je suis trop impatient, donc j'ai eu 2 codes de réservation sur votre Ouais. par mail. Juste un instant. Enfin, un instant, il y Alors, a oui, une demi-heure. Alors, il y a le code permanent du parrainage, effectivement. Donc, ce code-là, lui, voilà, il n'y a rien à faire. On vous met Oui, ces codes, tous les codes qu'on vous donne, vous pouvez les garder, vous les conserver en cas de oui, besoin. d'accord. Mais encore une fois, il n'est absolument pas obligatoire de les renseigner. Vous êtes déjà chez nous identifié, D'accord. ces codes-là sont faits. Donc, ne vous inquiétez pas, c'est juste en cas de besoin. Ok, ok, d'accord. Ok, ça marche. Ça marche. Voilà. Alors, on a eu Nathanaël qui vient d'arriver, qui est arrivé un petit peu en retard. Malheureusement, c'était à partir de 20 h. Il a tout loupé. C'est dommage. C'est dommage. Nathanaël, en cas de besoin, il y a quand même une autre visio demain soir. Si vous voulez. midi. Ou non, demain midi, oui, pardon. Demain midi à 1h15. À midi 15, Après, pardon. si vous avez déjà des questions en tête, Voilà. Si vous avez n'hésitez des pas à questions nous en dire tête, non plus. n'hésitez pas. Voilà, Nathanaël, vous nous les posez, on tâchera de les garder pour demain. Voilà. Est-ce que sinon on voit d'autres choses, puisqu'on on va bientôt arrêter la visio. On a fait le tour. Bon, n'hésitez pas à en parler, en tout cas autour de vous, à en parler aussi sur les télégrammes voilà, d'Alexandre, de Laurent, en tout cas voilà, où vous pouvez. Nous, on est preneurs évidemment de toute personne qui veut bien nous connaître et qui veut venir participer à l'aventure de Credibi. Voilà, en tout cas, moi, je vous suis très reconnaissant de l'intérêt que vous portez pour la plateforme. On espère réellement que tous ensemble, on va réussir cette première collecte. Et puis, voilà, si vous avez la moindre question, vous n'hésitez pas, vous nous envoyez un petit message, on vous répond. Voilà. Oui, Thierry? Une dernière question. Oui. Peut-être que vous avez déjà répondu. Au niveau des pré-réservations, vous avez déjà un chiffre? Pas du tout. Aujourd'hui, on en est à plus de 40%. Ah oui. Ah oui, Mhm. d'accord, ok. Ah oui. Ah oui, on est pas mal. On est pas Ah mal. oui, oui, c'est déjà pas mal. Oui. Une petite plateforme qui démarre. Ouais, ouais, ouais. Ouais, Voilà. On va voir pour la suite maintenant. ouais. Mais voilà, mais typiquement, hein, l'échec d'Oremo nous a appris aussi beaucoup de choses et on a mis 3 mois à refaire une collecte derrière parce qu'on a vraiment travaillé ces Mais principes de réservation et tout ça. Donc oui, même c'est parfois. peut-être indiscret, mais pourquoi ça n'a pas marché justement Alors, il y a eu plusieurs facteurs. Ouais, Un premier, on a eu un facteur technique qui s'est passé, c'est que le système d'inscription sur la plateforme a été assez lourd et il y avait ah oui, énormément oui. de questions qui ont au début un peu découragé les gens. Ouais. Donc, c'est une question réglementaire, c'est qu'en fait, l'autorité des marchés financiers nous avait validé ce process d'inscription. Mm. On a été parmi les tout premiers à avoir l'agrément PSFP, en fait. D'accord. On était la première même plateforme qui partait de zéro à avoir eu cet agrément. Par Mhm. contre, l'autorité des marchés financiers n'était pas encore tout à fait rompue Mhm. même à cette réglementation-là. Donc, ils étaient extrêmement nerveux et prudents. Donc, ils ne doivent rien nous lâcher. On a dû faire peut-être une dizaine de process d'inscription avant qu'il soit validé. Et puis ensuite, quand on a vu les autres plateformes être validées et avoir des process d'inscription beaucoup plus simples, on s'est rendu compte qu'on était du coup beaucoup trop ayatolesque, entre guillemets, dans ce parcours-là. Donc il a fallu qu'on revoie tout le parcours, mais techniquement, c'était pas si simple. Donc on a eu ce problème-là au début qui a découragé pas mal de gens. Le deuxième, ça a été un souci entre la plateforme et les services de paiement, donc le porte-monnaie électronique en lui-même.
qui a fait que du coup, on s'est retrouvé avec énormément de gens qui étaient en incapacité de pouvoir investir sur la plateforme, alors qu'ils voulaient investir. Donc, ça a été là très préjudiciable pour nous. Donc, évidemment, avec nos prestataires, on a dû vraiment batailler pour rétablir techniquement la situation. Donc, ce qui s'est fait. Et puis, en fait, la troisième, c'est que tous ces problèmes techniques-là nous ont, nous aussi, empêché, du coup, de réellement bien communiquer, parce qu'on a eu beaucoup de problèmes techniques à gérer. Et d'ailleurs, beaucoup de gens, à ce moment-là, nous ont même fait le reproche en disant, mais vous ne communiquez pas, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que vous faites? On ne comprend pas. Et en fait, on était juste simplement complètement débordés par ces aspects-là techniques. On a été nous-mêmes victimes de tout ça. Alors qu'on a eu plusieurs centaines d'investisseurs qui se sont inscrits dès les premiers jours sur la plateforme. Voilà. Donc, ça a été extrêmement frustrant pour nous. Et on a du coup aussi nous pris nos responsabilités à ce moment-là, c'est qu'on a préféré couper la collecte. Et on a donc proposé à la première brique de reprendre le projet d'Oremo 2. Ah, donc j'ai investi dessus aussi. Alors, je n'ai pas fait attention, mais voilà. Ouais. Et donc, effectivement, Thomas Dancet a accepté de reprendre la collecte sur la brique. Et, comment il s'appelait ce projet? Comment il s'appelait ce projet? Je ne sais plus comment il l'avait appelé. Je vous le redonnerai. Mais non, mais c'est juste par curiosité, quoi. Ouais, je ne me souviens plus du nom qu'il lui avait donné un autre nom. Ce n'était pas Oremo 2. Mais effectivement, c'est vrai que on discute aussi quand même pas mal entre plateformes. Hein. On se rencontre. On va encore tous se voir dans quelques jours, puisqu'on a notre assemblée générale de l'association professionnelle des crowdfunders, qui est FPF. Mais ce sont réellement aussi des façons qu'on a de travailler avec les plateformes. C'est qu'on discute, et quand on voit qu'une collecte peut être en difficulté, on sait qu'on a aussi d'autres plateformes qui peuvent peut-être venir. Voilà. Et vous êtes basé où, si je peux demander? On est sur Paris. Ah oui, d'accord. Ouais. Je viendrai boire un café alors. Avec plaisir. Avec plaisir. Moi, quand il faut prendre le café ou prendre l'apéro, il n'y a pas de problème. Oui. Non, parce que j'ai des clients à Paris, donc il n'y a pas de souci. Ouais. Ok. Bon, super. Non, et en plus, il faut quand même le dire à ceux qui sont encore connectés, vous êtes vachement réactifs par rapport à quand on. Vous voyez, parce que des fois, sur des plateformes, quand on met une carte d'identité, etc., il faut attendre 24 heures, 48 heures. Et vous, alors, vous devez être, pour l'instant, quasiment non-stop derrière vos écrans à valider tous les profils. Ça, faut remercier Paul, il est super réactif là-dessus. Ouais, franchement, très réactif. Voilà. Bon. C'est bien, ça fait plaisir au moins que certaines personnes le remarquent. C'est bien. Ah bah oui. Vu qu'on nous reprochait l'inverse avant, vous voyez, on a compris la leçon. Voilà. Moi, je vous souhaite franchement, que vous réussissiez, parce que moi j'apprécie beaucoup votre plateforme, et voilà. Et j'investirai sur votre premier projet, et puis sur le deuxième et le troisième, etc. Alors, n'oubliez pas de bien analyser les projets avant. C'est vous quand même le responsable de vos Oui, non, mais évidemment. Alors, écoutez, je vais vous dire sincèrement, j'ai une entreprise, donc je m'occupe de mon entreprise. Évidemment, je suppose que vous avez fait un travail en amont. Je regarderai, et comme les autres, vos projets. Et puis oui, après, j'investirai dessus, forcément. Mais je sais déjà que vous aurez fait un travail en amont. Merci DG Blandel. Merci. Bon, en tout cas, Voilà. Bon, très bien. On va se quitter là pour ce soir. Si jamais vous avez des questions, vous n'hésitez pas. On sera toujours disponible quoi qu'il en soit. Donc, une dernière chose, la prochaine étape, vous nous envoyez un mail pour dire voilà, ça y est. Le club deal va ouvrir. Voilà, vous pourrez alimenter vos wallets. Dans 3 jours, le club deal va ouvrir. Voilà. Ouais, ce sera la prochaine étape. Ok. Voilà, très bien. Ok. Sur ce, bonne soirée à tous. Et puis, bon week-end de Pâques, et puis à bientôt. Merci.